Bien, mes chers collègues, nous allons commencer cette séance. Nous poursuivons nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant Madame Diane-Sophie Girin, docteur en sociologie, spécialiste de l'enseignement privé, qui est donc ici et qui... C'est pas grave, on n'a rien vu. Et en visio, nous avons Monsieur Pierre Merle. Merci beaucoup d'être présent, qui est un professeur émérite à l'Université de Bretagne occidentale, ainsi que Monsieur Éric Debarbieux. Merci aussi pour votre présence. Professeur émérite de sciences de l'éducation de l'Université Paris-Est Créteil, qui participent donc tous deux à notre réunion. Après avoir entendu des victimes, des acteurs et responsables politiques ou administratifs, des magistrats, des journalistes, il nous semblait essentiel d'échanger avec des chercheurs susceptibles de nous apporter un regard nous permettant d'appréhender les questions qui nous préoccupent à la fois de manière précise et à la lumière du temps long. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai les premières questions, puis je donnerai la parole à nos deux rapporteurs, Madame Violette Spilbou et Monsieur Paul Vanier. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande à tous les trois de lever la main droite successivement et de dire « je le jure ». Madame, messieurs, on va commencer par Monsieur Merle. Je le jure. Monsieur Debarbieux. Je le jure. Merci beaucoup. Donc, avant de céder la parole à nos rapporteurs, je vous poserai deux questions. Si l'on s'inscrit dans une perspective historique de long terme que nous apprennent les travaux de recherche quant à l'ampleur des violences exercées par les enfants sur des enfants en milieu scolaire, est-il possible de distinguer des spécificités en fonction de la nature des établissements, publics ou privés, sous contrat ou hors contrat, membres d'un réseau confessionnel ou non? Question vaste. Merci beaucoup. Je crains de ne pas être la plus à même de répondre sur cette question. Je préfère laisser la parole à mes deux collègues si ça ne vous dérange pas. Merci. Messieurs, qui veut commencer? Monsieur Merle? Oui, pourquoi pas. Alors, j'ai un retour là qui est un peu gênant. En fait, je ne peux pas trop parler, je m'entends toujours parler en même temps. Ah. Est-ce que vous voulez que l'on... Essayez peut-être en supprimant l'image? Non, plutôt, il doit avoir un deuxième appareil. Ah, est-ce que vous avez un autre appareil allumé à côté de vous? Par exemple, un smartphone? Oui, par exemple. Bon, je peux toujours l'éteindre. Connecté à la visio. Bon, peut-être que maintenant, c'est déjà mieux. Est-ce que vous entendez mieux? Est-ce que vous n'avez pas ce retour? Est-ce que c'est un peu mieux? J'ai l'impression que le retour a disparu. Ah, oui, c'est le cas, le retour a disparu. C'est déjà un plus. Alors je vous réitère ma question. Est-il possible de distinguer des spécificités en fonction de la nature des établissements, publics ou privés, sous contrat ou hors contrat, ou membres d'un réseau confessionnel ou non? Oui, il me semble que c'est tout à fait possible, dans la mesure où il y a un certain nombre d'études qui nous éclairent. Je pense notamment à l'étude, au rapport de l'INSERM et l'étude des hautes études en sciences sociales,
qui a mentionné l'existence de violences sexuelles envers les enfants, les élèves, particulièrement dans les établissements privés hors contrat. Je pense aux travaux de la CIAS, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Sur les années 1950-1960, il y a eu une très forte fréquence de ces abus commis dans l'Église, mais aussi et même beaucoup dans les établissements catholiques, et spécifiquement ceux qui sont pourvus d'internats. Ce type de violence n'a pas été spécifiquement noté dans les établissements publics, même si ils ont dû exister dans les établissements publics, mais nous n'en avons pas de données statistiques sur ces années passées. Ces violences sexuelles, dans le rapport de l'INSERM et les hautes études en sciences sociales, ont sensiblement diminué en raison, c'est la raison indiquée, de la réduction du nombre de prêtres. C'est une raison parmi d'autres. Pour ce qui est des établissements hors contrat, nous n'avons pas beaucoup de données. Ils se sont beaucoup développés sur les 10 dernières années. Il est probable que dans certains de ces établissements, je pense aux établissements dits de la tradition, dans lesquels l'internat est souvent fréquent, ce type de déviance puisse exister, mais il est difficile de l'affirmer en l'absence d'enquête et de données statistiques. Merci. Monsieur Debarbieu, si vous voulez intervenir. Oui, alors je suis vraiment désolé, mais bon, j'ai été prévenu hier que j'étais auditionné ce matin, et de plus, je suis à la montagne et ma connexion Internet très, très, très fragile, donc j'ai eu beaucoup de coupures. J'ai pas entendu le début en particulier. Bon, sur la question, je dirais que moi, j'ai plutôt travaillé non pas là. On vous entend plus. Oui, je vous propose peut-être de couper l'image. Parfois, ça permet une meilleure connexion. Je vous dirai. On va voir. Mais bon, je le disais. Alors, attendez. Hein. Voilà. Voilà, allez-y. Comme ça? Oui, oui. Donc, je préfère, parce que c'est l'attitude scientifique, quand je ne sais pas, dire je ne sais pas. Bon, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Pierre Merle sur les quelques enquêtes qu'il y a pu y avoir. Sur le plus récent, il y a quand même des choses qui pourraient se dire et se chercher. Peut-être savez-vous que je suis à l'origine des principales enquêtes de victimation au milieu scolaire, et je me souviens sur donc le plus récent que l'enseignement catholique en particulier s'est associé à ces enquêtes de victimation qui sont menées relativement régulièrement, je dis bien relativement régulièrement, par la DEP. Hein, tout en étant, bon, moi j'étais un petit peu, comment dirais-je, un médiateur de manière à ce qu'ils acceptent de participer à ce type d'enquête de victimation, qu'il y a à l'intérieur de ces enquêtes de victimation des questions très précises qu'il faudrait retravailler, parce que les données existent en réalité, mais il faudrait les retravailler, non pas sur ce qui est l'ultime, je dirais, le viol en particulier, mais par exemple sur les attouchements, sur les baisers forcés, les enquêtes de victimation avaient dans les possibles perpétrateurs des adultes. Donc ces données mériteraient d'être retravaillées. Merci, on vous entend très très bien. Je pourrais dire des choses, bien sûr, sur l'historique au niveau du châtiment corporel, où on a des chiffres assez précis. C'est-à-dire que par rapport à l'enseignement public en particulier, il faut se rappeler des grandes enquêtes qui avaient été menées. Bon, l'enquête la plus connue, c'est une enquête dans les années 80 par Bernard Douet sur l'école primaire, qui montrait la rémanence, donc en particulier du châtiment corporel, des gifles, des fessées, etc., sur les élèves. À l'époque, je crois que c'était, alors je le cite de mémoire, encore une fois, bon, le sachant hier, mais je vous enverrai peut-être des choses par écrit. Donc c'était environ 60% des élèves qui disaient avoir vu leur enseignant frapper d'autres élèves. J'ai moi-même publié en 96 des entretiens menés avec des enseignants des années 60, 70, 80 de l'enseignement public qui témoignaient être eux-mêmes d'anciens frappeurs, on dirait. Ah,
on vous a perdu. Il est toujours là? Bon, on va continuer. Je vais laisser la parole à nos deux rapporteurs. Oui, merci à vous d'être présents pour éclairer nos réflexions sur ces violences systémiques, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles dans des établissements scolaires depuis les années 50-60 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sur ce sujet temporel que je voudrais vous interroger pour ceux qui ont étudié spécifiquement le sujet des violences systémiques dans les établissements publics ou privés. Est-ce que de tels faits vous paraissent appartenir à une époque révolue, ou est-ce qu'on peut dire qu'encore aujourd'hui, il y a un risque ou une violence systémique dans certaines écoles? Et est-ce que ce silence qui entoure les violences faites aux enfants en milieu scolaire vous semble toujours en partie d'actualité au regard de l'organisation et de la façon dont les victimes peuvent s'exprimer? Monsieur Merle, vous voulez intervenir? Oui. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une époque révolue? Si je reprends le rapport de l'INSERM que j'ai cité tout à l'heure, l'ampleur dans les établissements catholiques a baissé en raison de la réduction du nombre de prêtres enseignants. Ceci dit, il y a de nouvelles formes de violence qui sont apparues, notamment par le biais des réseaux sociaux. Dans la statistique ministérielle, il y a une note d'information qui est parue hier. Ces harcèlements constituent 11% des incidents graves. Donc, il y a de nouvelles formes de violence qui sont apparues. Je pense que structurellement, ces violences perdurent pour un certain nombre de raisons qui tiennent au fait que les contre-pouvoirs internes et externes aux institutions scolaires sont restés globalement les mêmes. À l'interne, par exemple, pour ce qui est des parents d'élèves. Les parents d'élèves qui sont dans les établissements catholiques, les APL, les associations de parents des écoles libres, ont tout de même forcément des difficultés à mettre en cause l'établissement qu'ils ont choisi pour leurs enfants. C'est un choix d'aller dans un établissement catholique, et je dirais qu'il y a un principe de solidarité. D'ailleurs, quand on étudie l'affaire Betaram de près, il y a un parent d'élève dont l'enfant a été frappé par une gifle assez violemment, et cet enfant a perdu 40% de son audition sur une oreille. Il a essayé au niveau de l'association des parents d'élèves de faire reconnaître ce qui est un dysfonctionnement grave. Et finalement, il n'a pas pu se faire entendre, il est allé se faire entendre devant la justice. Il faut signaler que la justice, de ce point de vue-là, n'a pas véritablement joué son rôle, puisque, comme vous le savez, la peine a été relativement légère, 5 000 francs à l'époque, en 1995, et avec sursis. Pas de peine haute. Et finalement, l'enfant a pu toujours continuer à... le surveillant a pu toujours continuer à son métier. Il y a eu, et c'est aussi ce qui contribue au maintien de ces violences, il y a eu une... Je ne vois plus du tout d'image. On vous entend très bien et on vous voit. Très bien. Alors, c'est agréable de vous voir aussi. Il y a eu plainte donc, de ce parent d'élève qui n'a rien donné, ce qui évidemment n'incite pas les autres parents à porter plainte, et plutôt à se taire. Sur cette époque révolue, donc on voit que le pouvoir interne est souvent insuffisant, et la justice aussi n'est pas toujours à la hauteur, et les rapports d'inspection pas toujours à la hauteur, parce que suite à cette affaire, il y a eu un rapport d'inspection sur Notre-Dame de Betaram, et le rapport indique qu'un surveillant devrait revoir sa conception pédagogique, ce qui est la moindre des choses, je dirais, et a conclu à une ambiance qui était satisfaisante, un bon climat de travail, ce qui est
tout à fait contraire à la réalité. Tout le monde savait en 1996, parmi les élèves, qu'il y avait des châtiments corporels. Pour ce qui est des... Donc le rapport d'inspection n'a pas joué son rôle. La justice, c'est difficile de porter un jugement, mais n'a pas dissuadé d'autres comportements de ce type. Pour ce qui est des personnels enseignants, je rappelle que les personnels enseignants dans l'enseignement catholique sont de droit privé. Ils peuvent être licenciés. Et si depuis la loi 106 de 2005, même avant d'ailleurs, ce sont des agents publics, ce sont des agents publics qui ont une particularité, c'est l'article 1 de la loi 106 de 2005, donc postérieur, mais c'est pour ça que les contre-pouvoirs sont insuffisants. Ce sont des agents publics qui sont soumis à une autorité privée. Et donc, ils n'ont pas une garantie d'emploi sur leur poste, ce qui évidemment limite leur liberté de parole. Je pense que ce sont des indications qui amènent à penser que cette époque n'est pas révolue, même si la fréquence des incidents, des violences en fait, peut perdurer. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'audition du secrétaire général de l'enseignement catholique, à l'époque, en 2024, sur la lettre qu'il avait adressée à la DAF, à la Direction des Affaires financières. Et finalement, cette lettre est assez symptomatique d'une résistance, pour ne pas dire d'un refus, des contrôles de la part de l'enseignement catholique. Lorsqu'il y a un refus des contrôles, il y a une forme d'impunité qui se développe. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire que cette époque est révolue pour les raisons que je viens de vous indiquer. Merci. Monsieur de Barbieux, si vous êtes toujours là, vous voulez intervenir? Est-ce qu'il est là, Thomas? Bon, je vais peut-être continuer le questionnement. Madame Girin, peut-être? Juste ajouter un élément par rapport à ce que vient de dire Pierre Merle, c'est aussi que la spécificité dans l'enseignement privé sous contrat notamment, c'est que les enseignants doivent respecter le caractère propre. Et donc, les tribunaux ont déjà tranché en faveur de l'idée que les enseignants, comme dans le public, ont un devoir de réserve, mais ce devoir de réserve, il s'exprime vis-à-vis du caractère propre. Donc, en fonction des spécificités de l'établissement idéologique aussi, il y a cette réserve à avoir et qui peut certainement expliquer aussi le silence ou les difficultés à communiquer sur les violences de la part de ces enseignants. Merci, je vais poursuivre sur ce sujet. Vous avez parlé de deux catégories de contre-pouvoirs qui étaient insuffisants à l'époque et qui sont, à vos yeux, à nous, encore insuffisants. Donc, le contre-pouvoir externe avec le sujet de la justice et des rapports d'inspection. Là-dessus, on reviendra sur les contrôles. Et en interne, en contre-pouvoir, vous avez évoqué les parents d'élèves, les appels, notamment dans les établissements catholiques. On a auditionné la présidente de l'appel national en questionnant notamment sur l'implication des parents d'élèves dans les OGEC qui emploient les potentiels adultes qui pourraient commettre une violence, et puis dans les appels au sein d'un même couple, par exemple, ce qui peut créer des problèmes de loyauté. Et puis, vous avez évoqué le sujet des enseignants et de leur dépendance à l'employeur. Est-ce que sur le plan des enfants, l'enfant qui pourrait libérer sa parole concernant un camarade qui lui aurait confié une violence, est-ce que les enfants, si on les considère comme des contre-pouvoirs aussi sur la violence, c'est-à-dire cette capacité à libérer leur parole, est-ce que dans les établissements publics ou privés d'aujourd'hui, vous estimez que les droits sont suffisamment communiqués aux enfants, qu'ils ont connaissance suffisante des violences qu'ils pourraient subir en milieu scolaire? Est-ce que vous voyez une différence entre le type d'établissement? Voilà. Est-ce que l'enfant est aujourd'hui plus en capacité que dans les années citées pour Bétaram de libérer sa parole et de protéger ses camarades ou lui-même? Monsieur Merle? Oui. Alors, il y a des textes juridiques qui existent depuis longtemps
concernant le droit des élèves et même des textes anciens qui limitent le pouvoir de sanction, par exemple, des professeurs et qui finalement constituent des droits des élèves de façon indirecte. Sur la possibilité des élèves, puis évidemment, il y a le droit, la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été un moment tout à fait important pour modifier la législation française et garantir aux élèves des droits d'expression plus étendus. Il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées sur cette question et le bilan, je dirais, est tout à fait mitigé sur la participation des élèves et leur possibilité de prendre la parole pour plusieurs raisons. D'abord, l'engagement des élèves dans beaucoup d'instances de participation qui existent n'est pas tellement valorisé, voire pas du tout valorisé par l'institution. Et puis, il est difficile pour des élèves d'exercer ce pouvoir, en fait, de leur droit à la parole, parce que des collégiens, voire même des lycéens, ont des capacités argumentaires nettement moindres que des chefs d'établissement, des professeurs, dont c'est le métier finalement d'argumenter. Ils ont une rhétorique qui est nettement supérieure et qui tend à limiter ou à réduire cette possibilité d'expression, d'autant que les professeurs ne sont pas forcément d'accord. Il y a des professeurs qui sont très ouverts à la parole des élèves, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et cette différence de position aboutit souvent à un statu quo qui est préjudiciable aux élèves. Un élève dans une instance de participation reste finalement toujours un élève, c'est son statut. Et donc, il y a une inégalité statutaire qui limite les possibilités de prendre la parole. Et puis, il faut bien le dire aussi, il y a des questions tabous. Les questions tabous, ce sont les sanctions qu'il est difficile d'aborder, alors qu'il y a des sanctions qui ne sont pas réglementaires, mais il y a difficulté à reconnaître que certaines sanctions ne sont pas réglementaires. Elles ne sont pas d'ailleurs forcément connues par les professeurs. Et puis, dans les questions tabous, il y a les sanctions, évidemment, et puis il y a les violences physiques et les violences verbales, voire les violences sexuelles, notamment entre les élèves. La question, par exemple, de toilettes qui ne ferment pas bien, ce n'est pas une question qui intéresse beaucoup, enfin, je suis peut-être un petit peu sévère, mais qui intéresse toujours les chefs d'établissement, parce qu'en fait, ces instances de participation, elles ont une finalité pour le chef d'établissement, qui est en fait l'établissement de leur projet d'établissement. Donc, ces questions un peu matérielles sont d'ailleurs plutôt traitées par les proviseurs adjoints. Et donc, c'est difficile d'aborder ces questions-là qui ne sont pas considérées comme des questions totalement légitimes dans l'institution, mais dans chaque établissement, mais je dirais aussi à l'extérieur. J'ai regardé les chiffres sur les violences scolaires. On remarque que les atteintes à la laïcité dans les écoles, c'est 3% des incidents graves. Les abus sexuels, c'est 5%. La politique qui a été menée ces dernières années a été une politique pour lutter contre les atteintes contre la laïcité. Il y a des référents académiques, il y a un certain nombre d'actions de formation des professeurs qui ont eu lieu. Les abus sexuels dans les écoles, c'est 5%. Quelle est la politique qui est menée? Donc, on est dans un système où, finalement, une jeune fille qui porte un foulard dans l'établissement avant qu'on lui dise de l'enlever, c'est une atteinte à la laïcité. Une jeune fille qui se fait agresser sexuellement, c'est une atteinte sexuelle et c'est mis au même niveau, alors que la seconde atteinte est plus fréquente. Et de surcroît, il y a une politique qui est menée pour les atteintes à la laïcité et pas pour la seconde. Et de surcroît, je dirais que la jeune fille qui porte un foulard dans un établissement confessionnel, ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Donc, on a un système de valeurs qui est très variable et qui est contestable en privilégiant ce qui ne me paraît pas la priorité la plus importante. Monsieur Merle, juste une précision concernant les atteintes à la sexualité et les chiffres que vous avez donnés, c'est entre enfants ou adultes-enfants? Alors, en fait, c'est une statistique qui a été publiée hier, comme je vous le disais. C'est un enregistrement des faits graves et qui concerne
on ne connaît pas forcément les auteurs. Ce sont, je pense, plus souvent, il faudrait peut-être que je n'ai pas regardé toutes les données statistiques, ce sont plus souvent des atteintes entre enfants. Mais le résultat, je dirais, n'est pas tout à fait le même. Mais en l'occurrence, ce sont tout de même des atteintes qui sont plus fréquentes que les atteintes à la laïcité. Très bien, merci. Madame Girard, non, si vous voulez. Merci Madame la Présidente, merci pour ces éléments très précieux sur la compréhension de ces phénomènes de violence, leur persistance, et peut-être une première approche qui nous permet de différencier les contextes en fonction du statut de l'établissement. J'aimerais, moi, aborder maintenant la question du contrôle, en particulier du contrôle dans les établissements privés sous contrat, où il apparaît inexistant, absolument défaillant. Je ne parle pas du contrôle pédagogique, de celui qui vise à observer les enseignants dans la classe. Je ne parle pas du contrôle financier, car ça n'est pas l'objet de cette commission d'enquête, mais il est documenté par la Cour des comptes notamment qu'il est absolument absent. Je parle du contrôle administratif, ce contrôle panoramique qui permet d'avoir une approche transversale de la vie de l'établissement et sans doute qu'il est le plus à même d'identifier des phénomènes de violence sur élèves. Ce contrôle administratif paraît totalement absent. Je donne un élément dont notre commission d'enquête dispose de 2017 à 2023 dans l'Académie de Nantes, dont chacun sait qu'elle comporte une part très importante d'établissements privés sous contrat, je crois que c'est près de 50%. Un contrôle administratif est intervenu en 6 ans. Autant dire que la moyenne s'approche de 0. La question est donc la suivante. Comment expliquez-vous cette situation qui voit une absence quasiment complète de contrôle administratif sur les établissements privés sous contrat en particulier? Merci. Madame Girin, vous commencez? Oui, merci. Oui, alors de manière générale, la question du contrôle des établissements sous contrat, il me semble qu'on peut la resituer de toute façon dans la question plus globale de la gestion générale de l'enseignement privé sous contrat par l'État et des différences qui sont opérées entre réseaux, que ce soit sur l'attribution des contrats, sur le retrait des contrats, sur la collaboration avec les réseaux au quotidien pour l'administration ou sur les contrôles. Et ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, dès 1959, l'Église catholique se montre très méfiante vis-à-vis de ces contrôles dès le départ, avec l'idée que c'est plutôt aux établissements d'employer les enseignants et donc de les contrôler. Et donc là, déjà, dès le début, dès 1959, il y a une cristallisation sur cette question. Ce qui s'est passé ensuite, c'est effectivement qu'en fonction des réseaux, les contrôles ont été faits de manière très différente. Du côté de l'enseignement catholique, il y a assez peu de contrôles qui sont faits avec l'idée que ça roule en fait, que c'est un système qui fonctionne. C'est vrai que on va dire qu'en gros, depuis les années 80, il y a l'idée qu'on accepte qu'il y a un secteur d'enseignement privé qui est financé par l'État. En quelque sorte, le camp laïque a perdu la bataille. C'est de plus en plus accepté. De plus en plus de familles y recourent. On a estimé que c'était près d'une famille sur deux qui recourait à l'enseignement privé sous contrat au moment de la scolarité d'au moins un de ses enfants, donc avec des allers-retours comme ça entre le privé et le public. Et finalement, très peu de moyens qui sont mis. C'est même pas une question en fait, c'est même pas une question de ces contrôles. C'est-à-dire que moi je pense que c'est un impensé. La situation a un petit peu évolué du fait, enfin déjà même sur le hors contrat par exemple, si on s'intéresse au hors contrat, c'était absolument pas un sujet, hein, c'était assez peu un sujet. Ça va le devenir avec les attentats et l'idée qu'il y a un secteur d'enseignement privé musulman qui s'est développé et donc il faut contrôler ces établissements. Ça va devenir un objet politique de premier plan, le hors-contrat.
Et donc, finalement, on se retrouve quelques années après avec le rapport de la Cour des comptes qui nous révèle en 2023 qu'effectivement, il y a une absence de contrôle des établissements catholiques. Si on regarde du côté de l'enseignement juif, c'est la même question, alors légèrement différente. Pourquoi il n'y a pas eu de contrôle pendant très longtemps? C'était carrément assumé. C'était pas autant un impensé, je pense, ou se dire que ça roulait, que une volonté assumée de ne pas y aller. Pour des raisons historiques, en lien avec le passé vichiste. Il y avait l'idée qu'on ne pouvait pas aller inspecter ce type d'institution, que de toute façon, ce serait trop délicat de les faire fermer s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc moi, c'est des choses très documentées par la recherche, par les chercheurs et les chercheuses qui ont étudié ces phénomènes. Il semble que ça ait évolué. À nouveau, c'est la question des attentats qui aurait fait bouger les choses. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, au ministère de l'Éducation nationale, avec l'idée qu'on allait en profiter après les attentats pour aller contrôler un petit peu tout le monde. Donc il semblerait que ça ait évolué, même si on sait qu'il y a des atteintes graves aux conditions qui sont posées par le contrat. On l'a vu très récemment dans le cas Stanislas, on l'a vu avec le cas de l'Immaculée Conception à Pau, et pourtant ça ne débouche pas systématiquement sur des ruptures de contrats ou sur des fermetures d'établissements, mais plutôt sur des sanctions qui peuvent être individuelles, comme c'était le cas à Pau à l'Immaculée Conception, mais finalement qui a été annulé par le tribunal administratif. Et en fait, ce que m'expliquait la DAF, par exemple, c'est que ils sont pas toujours tous d'accord, en fait. Il peut y avoir des décisions qui sont prises par les préfets qui ne sont pas validées par la DAF, ou la DAF soutient pas tellement derrière, ou bien des décisions qui sont prises par la DAF et puis finalement c'est retoqué par les tribunaux administratifs. Donc il y a aussi tous ces enjeux de pouvoir, et je pense avec des relais très forts de l'enseignement catholique, par exemple, des relais qui sont très puissants, qui sont à tous les niveaux de l'État et qui permettent de rendre plus difficiles ces contrôles, ou des changements de loi qui sont beaucoup plus difficiles. Alors au nom de « ah, ça va relancer la guerre scolaire », etc. Mais sur le fond, il y a une vraie réticence à faire changer les modalités de contrôle, les modalités d'ouverture. C'était le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem qui avait essayé de faire changer la loi sur l'ouverture des établissements privés hors contrat. Ce n'est pas passé. Et très clairement, au cabinet, ils avaient compris que c'est parce que il y avait une opposition quand même de l'enseignement catholique qui se pose en défenseur de la liberté d'enseignement, et donc qui refuse ce type de contrôle. Je me suis peut-être un peu éloignée, excusez-moi, de la question initiale. Vous avez très bien fait. Et je dirais que la troisième spécificité, donc ce que j'ai évoqué, l'enseignement catholique et l'enseignement juif, qui ont donc, pour des raisons historiques, parce que la loi Debré, elle a été faite pour les catholiques, puis elle a été étendue avec des spécificités à l'enseignement juif. Donc la spécificité, c'était que pendant longtemps, on n'y allait pas. C'était comme ça. Et les musulmans sont les derniers arrivés dans ce marché confessionnel de l'enseignement. Et eux, pour des raisons un petit peu inverses à l'enseignement juif, sont surinspectés. C'est-à-dire que moi, quand j'avais demandé à la DAF comment ça se faisait que dans des établissements juifs, on pouvait ne pas respecter le socle commun ou les conditions, etc., et que les contrôles n'étaient pas forcément faits ou qu'ils ne donnaient pas lieu à des mises en demeure, on m'avait expliqué que voilà, les juifs ne sont pas prosélytes et qu'en plus, ils ne posent pas de bombes. Donc on n'a pas de problème en France avec l'orthodoxie juive qui vit dans un entre-soi qui est choisi, et donc les parents en gros savent à l'avance où ils mettent leurs enfants. Je pense que c'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, au passage, je voudrais juste souligner que par exemple, après le 7 octobre, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui fuient l'enseignement public par crainte de l'antisémitisme, et donc elles se tournent vers des établissements juifs. Elles ne savent pas toujours, en fait, quelle est la nature du
du caractère propre de ces établissements. Donc cet argument-là me semble problématique. Et donc le deuxième argument, c'est-à-dire il ne pose pas de bombe. Donc avec l'idée qu'on va contrôler les établissements privés musulmans parce qu'il y a un problème de terrorisme islamiste en France. Le lien entre les établissements privés musulmans et les attentats est pas très clair, hein. Il n'est pas démontré à l'heure actuelle. Quand on fait des inspections dans ces établissements-là, les problèmes qu'on y trouve, c'est des lacunes pédagogiques. C'est absolument pas de la radicalisation. Donc voilà. Donc juste pour dire que le régime de contrôle, moi, m'est apparu dans mes recherches comme étant confessionnalisé, avec des arguments qui peuvent être inversés comme ça. Les musulmans, eux aussi, vivent dans un entre-soi qui devient du communautarisme. Donc c'est pour cette raison qu'on doit y aller, qu'on doit être vigilant, particulièrement dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, puis contre le séparatisme. Est-ce que, en fonction de ce que vous nous dites, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les parents qui mettent les enfants dans un milieu scolaire, au-delà de ce qui peut se passer sur la violence ou sur l'éducation ou non donnée aux enfants, vont rechercher d'autres critères? La sécurité, Betaram, ce serait par exemple l'honorabilité du nom, en disant on sait depuis les années 90 ce qui se passait, mais c'était l'établissement où il fallait mettre les enfants. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, c'est un autre critère qui est recherché par les parents au-delà de ce qui peut vraiment se passer vis-à-vis de cette violence subie par les enfants? Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Et encore une fois, que les parents ne sont pas toujours au courant des projets d'établissement, en fait, qui peuvent être très en lien avec des valeurs religieuses. On dit souvent que voilà, les familles ne vont plus dans l'enseignement catholique pour le caractère propre catholique, sauf qu'on sait que depuis une dizaine d'années, du côté de l'enseignement catholique et de l'épiscopat français, la mission d'évangélisation, elle a été remise au cœur des projets des établissements. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des choses qui se font. Les parents ne sont pas toujours complètement renseignés sur quels sont les projets pédagogiques. Et je parlais des établissements juifs de la même manière. Voilà, on peut y aller pour des raisons de sécurité et finalement sans connaître les tenants, les aboutissants derrière du réseau dans lequel on inscrit son enfant. Des réseaux qui, en plus, peuvent mettre en place des facilités financières pour les familles dans le besoin, etc. Donc voilà, il y a aussi tout ça, je pense. Monsieur Merle, vous voulez compléter? Alors, je partage tout à fait ce que Diane Girin a pu dire. Je pense que quelques compléments sont possibles. Du point de vue historique, dans l'histoire longue, en quelque sorte, il ne faut pas oublier que sous l'Ancien Régime, dans la loi Guizot de 1833, dans la loi Fallou de 1850, ce sont les prêtres qui surveillent les instituteurs. Sous Vichy, il y a eu des subventions très importantes à l'enseignement privé, sans absolument aucun contrôle. Bon, la Libération a supprimé toutes ces subventions. À cette époque, pour des raisons que je ne peux pas préciser parce que ce serait trop long, l'enseignement catholique a des problèmes de financement importants, notamment parce qu'il y a de moins en moins de prêtres qui peuvent enseigner et que les laïcs, il faut les payer beaucoup plus. Et donc, la loi de Bray, c'est une loi, c'est un compromis tout à fait discutable qui aboutit à une inversion complète des situations antérieures où c'est l'État qui devrait logiquement contrôler l'enseignement catholique, alors que la situation inverse a existé auparavant. Et donc, un bouleversement de ce type ne s'opère pas sans contestation ou sans opposition. Le second point que je voudrais indiquer, c'est le développement du caractère propre. Dès le départ, en 1959, il est mal défini. Et progressivement, il a été élargi, en fait, tout en étant toujours mal défini. La loi Germer de 1977 fait obligation aux enseignants de respecter le caractère propre, sans qu'on sache très bien de quoi il s'agit. Ceci a déjà été dit. La loi Germer a aussi prévu qu'il y ait une formation des professeurs payée par l'État
est sous la responsabilité de l'enseignement catholique qui doit transmettre son caractère propre. Ce qui se passe dans cette formation, moi, j'en ai aucune connaissance. Je ne sais pas si quelqu'un a une connaissance de ce qui est enseigné au nom du caractère propre pour les professeurs qui sont stagiaires. Parmi les autres raisons, je crois qu'il y a évidemment la grève de 1984. La grève de 1984, c'est une grève très importante, une mobilisation très forte en faveur du privé. Et il y a toujours cet argument, Diane l'a dit, il ne faut pas réveiller la guerre scolaire. Donc, il y a une réticence, je dirais, politique. Il y a aussi, je pense, d'autres raisons. Alors, je voudrais donner un exemple qui m'a frappé sur cette extension un peu continue du caractère propre. D'ailleurs, dès 1962, l'épiscopat français avait demandé à ce que dans les établissements catholiques, il y ait une prière en début et en fin de classe. C'est tout à fait contraire au principe de la loi de Bray. Donc, en fait, il n'y a pas eu acceptation, au fond, par une partie de l'enseignement catholique des principes fondamentaux de la loi de Bray, alors même que ces principes fondamentaux laissent tout de même une liberté assez grande aux enseignements privés, à l'enseignement privé. Mais quand je vois, par exemple, dans la présentation du collège parisien Stanislas, je vois ceci, je lis ceci. Le choix de Stanislas comme établissement d'éducation suppose la connaissance de son projet de formation chrétienne et l'adhésion à ses principes et ses fondements. À mon sens, cette formulation est contraire à la loi de Bray qui précise qu'il doit y avoir un respect total de la liberté de conscience des élèves. La suite me paraît encore plus étonnante. Lors des cérémonies, des messes, des grands événements, des lectures de notes, les élèves doivent porter le polo de Stan avec un pantalon ou une jupe pour les jeunes filles de couleur sombre. Alors, ça, c'est une règle qu'on appelle sexo-spécifique. Elle est contraire au principe d'égalité filles-garçons. Je ne vois pas en quoi le caractère propre, qui renvoie normalement à la dimension confessionnelle de l'établissement, peut permettre une règle sexo-spécifique qui va à l'encontre d'une loi de la République, qui est l'égalité filles-garçons et la liberté pour les élèves de s'habiller comme ils veulent, sous réserve de respecter les principes de pudeur qui sont en vigueur par ailleurs. Je dirais qu'il y a une troisième raison. Donc la deuxième raison, c'est cette extension qui paraît sans fin du caractère propre, faute de définition. Et la troisième raison, je dirais qu'elle tient à la sociologie des élèves. Depuis 2000, il y a un embourgeoisement très fort de l'enseignement catholique au niveau des collèges et au niveau des lycées. Pour vous en donner une mesure, sur les 5 premières villes de France, parmi les 30% des lycées publics et privés les plus favorisés, 75% sont privés à Toulouse, 80% à Lyon, 83% à Paris, 90% à Marseille, 100% à Nice. Ce constat signifie quoi? Ce constat signifie qu'aujourd'hui, les élites politiques, économiques, et de façon plus large, les cadres et professions intellectuelles supérieures, sont largement formés dans les établissements privés. Il leur est sans doute plus difficile de remettre en cause un enseignement catholique qui a contribué à leur réussite, à leur reconnaissance sociale. Je signale d'ailleurs qu'il y a une proportion croissante d'anciens ministres qui ont une formation dans le privé. Donc, la stratégie finalement de l'enseignement catholique qui forme de plus en plus les élites a pour conséquence qu'elle n'a pas beaucoup d'opposition ou pas suffisamment d'opposition pour limiter l'extension de son caractère propre au détriment du respect de principes de la République comme l'égalité filles-garçons. Merci pour ces éléments. Madame Girin, vous avez eu cette expression, vous avez indiqué que l'enseignement catholique disposait de relais à tous les étages de l'administration publique, et je pense que vous pointiez les étages du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Merle revenait sur ce courrier du secrétaire général à l'enseignement catholique que nous avons dévoilé en audition, qui présentait, je rejoins l'analyse de Monsieur Merle, une forme de résistance de la part de l'enseignement catholique à la question du contrôle. Madame Girin, est-ce que vous pourriez développer ces relais, comment est-ce qu'ils apparaissent, comment ils se manifestent, à quoi peuvent-ils conduire de façon très concrète, à quels empêchements, à quel blocage, le cas échéant, en matière de contrôle?
Alors, le cas qui m'avait été expliqué, c'était au niveau du cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, quand on avait discuté comme je le disais tout à l'heure, de la modification du régime d'ouverture des établissements hors contrat. C'est-à-dire que le ministère voulait à l'époque un système d'autorisation et non plus de déclaration. Et en fait, cette proposition, cet amendement n'a pas été retenu. C'est allé jusqu'au Conseil constitutionnel. Et donc, le changement n'a pas eu lieu. Et quand j'en ai discuté par la suite, on m'avait expliqué très clairement que c'était par la mobilisation de ces réseaux jusqu'au Conseil constitutionnel, donc visiblement, que ça avait échoué, que cette modification avait échoué. Et donc, avec là aussi le SGEC qui avait joué un rôle important à l'époque, un rôle de médiation en quelque sorte, entre le ministère et les établissements catholiques et de manière plus générale, je pense, une partie de ces réseaux qui se sont mobilisés contre ce changement, en fait. Donc voilà, c'était ce type de résistance. Et après, je pense que là, au sein de la commission, vous avez aussi bien démontré, Pierre le rappelait, là, les courriers que vous avez mis en avant entre la DAF et le SGEC, nous montrent que quand même, il y a un traitement qui est proposé, qui est différent en fonction des réseaux. Moi, je l'ai vu dans mon travail aussi, la collaboration avec les réseaux, donc le SGEC, eux-mêmes, ils me disent que voilà, ils sont l'arbitre suprême des mouvements d'emploi au sein de l'éducation nationale, puisque ils peuvent, on leur délègue en partie le redéploiement des postes au sein de leur réseau quand il y a des fermetures de classes. Donc ça, c'est des usages qui sont absolument pas prévus par la loi Debré. La loi Debré, elle ne reconnaît absolument pas les réseaux. Et pourtant, par commodité, le ministère s'appuie beaucoup sur les réseaux. C'est-à-dire que à la fois donc au SGEC, on leur propose de faire ça et en même temps ils me disent qu'ils font le sale boulot en quelque sorte. De la même manière, d'ailleurs, le réseau juif, le réseau laïque aussi ont une certaine marge de manœuvre pour faire des propositions de déploiement des ETP qui leur sont attribués. C'est pas le cas pour les musulmans. Il y a un réseau, donc la FNEM, qui s'est monté en 2014, et lui, on lui a sous-traiter un autre type de travail, on va dire, en quelque sorte, puisque initialement, on leur a demandé plutôt de faire un travail de surveillance, en quelque sorte, de dresser des listes, quels sont les établissements, où est-ce qu'il y a des problèmes. On leur reconnaissait à l'époque la compétence d'identifier quels étaient les établissements problématiques du point de vue de la radicalisation, donc notamment des établissements salafistes. Par la suite, ça a complètement changé avec l'élection d'Emmanuel Macron, l'arrivée au ministère de Jean-Michel Blanquer. Le dialogue s'est complètement rompu et ils ont été jugés par la suite assez illégitimes en fait par les services du ministère qui ne leur demandent même plus finalement ce travail. Mais vous voyez, il y a aussi cette confessionnalisation du travail qui est délégué par l'État. Et qui varie comme ça. Le pouvoir attribué varie aussi en fonction du poids numérique, mais aussi de la légitimité ou l'illégitimité qui est reconnue à ces réseaux. Pardon. Merci. Sur ce réseau très particulier, le réseau catholique, et sur le SGEC, vous nous avez indiqué le rôle qu'il joue. Je reprends, arbitre suprême des mouvements d'emploi au sein de l'éducation nationale. C'est dire l'étendue de ses prérogatives. Pour autant, et nous avons interrogé le directeur aux affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale au début de nos travaux, aucun cadre légal
vous avez rappelé que la loi Debré ne reconnaît pas de réseau d'enseignement, n'organise les relations entre le ministère de l'Éducation nationale et le SGEC, relations qui pourtant sont absolument denses, approfondies, très fréquentes. Nous y reviendrons à l'occasion de futures auditions. Comment est-ce que vous qualifieriez le statut du SGEC, et je le distingue des autres réseaux parce que je crois qu'il a une place très singulière, dans notre République? Comment expliquer qu'alors qu'il n'est reconnu par aucun texte, qu'alors que rien n'organise institutionnellement la relation avec lui, et que tout renvoie davantage à l'usage ou à la pratique, cet organe occupe un rôle aussi central? Monsieur Merle, si vous voulez répondre. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, qui montre en fait que les usages finissent par l'emporter sur les textes législatifs. En fait, le SGEC a existé sous une autre forme, puisqu'au départ, c'était le secrétariat général de l'enseignement libre, et s'est imposé très rapidement comme interlocuteur pour discuter même de la loi Debré. Il y avait deux associations. Il y avait une association qui avait été montée par Édouard Lizop, si je me souviens bien, une association parlementaire pour l'enseignement libre, qui a travaillé avec le SGEC. Et ces parlementaires, pour avoir l'appui, un appui électoral, avaient signé en fait un accord selon lequel ils suivraient les préconisations de cette association lorsque la question du statut de l'enseignement privé serait discutée à l'Assemblée nationale. Et il y avait un lien, le fondateur était catholique, il était journaliste à La Croix, si je me souviens bien. Et donc, dès le départ, il y a eu une sorte d'association entre l'enseignement catholique, le secrétariat général de l'enseignement catholique, et puis cette association parlementaire pour l'enseignement libre. Le texte, finalement, ne donnait pas cette liberté, mais dans les faits, ce qui existait comme un lobbying, au fond, lors du vote de la loi Debré, a continué à exister par la suite. À juste titre, quand on voit comment sont discutées les principales lois, la loi Germer et la loi Chanzy, on voit que c'est toujours le SGEC qui s'est imposé comme interlocuteur, sans doute parce que c'est commode pour le ministère d'avoir un interlocuteur. Parce qu'il faut bien comprendre que l'application de la loi Debré reviendrait pour les rectorats à discuter avec chacun des établissements, ce qui évidemment demanderait un personnel relativement important. Donc il y a eu une forme de délégation du ministère directement au SGEC qui gère l'ensemble des établissements catholiques. Et au fond, je ne sais plus d'où vient cette expression, mais elle me paraît juste. Le SGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique et son représentant sont devenus de fait un ministère de l'éducation bis, qui est le ministre de l'éducation de l'enseignement catholique. De fait, c'est ainsi que s'organise aujourd'hui notre système éducatif. Il est tout à fait contraire à la loi, mais il tient finalement à deux volontés qui se sont rencontrées. La première, c'est le SGEC qui souhaite garder toute son autonomie sur les établissements catholiques, ce qui a existé dans le passé, ce qui a existé sous Vichy. Et puis le ministère qui a trouvé très commode, finalement, de déléguer toutes ses fonctions administratives au SGEC. Il y a une déficience de la volonté de l'État, puisqu'on voit qu'il y a de la part du SGEC une volonté régulière depuis 1959, mais même avant dans l'histoire, d'être totalement autonome par rapport à un contrôle de l'État. Et c'est ce qui aboutit à la situation aujourd'hui de deux systèmes qui sont en fait séparés, avec une grande liberté d'action de la part de l'enseignement catholique, qui reçoit une énorme somme et qui en fait à peu près ce qu'il veut. Dans le rapport de la Cour des comptes, il est indiqué qu'il y a des postes qui sont accordés avec un fléchage particulier, la mixité sociale, mais en fait, le ministère ne sait pas du tout si ces postes sont véritablement utilisés pour de la mixité sociale ou pour ouvrir une classe à Stanislas ou ailleurs. L'usage s'est imposé à la loi. Un ministère bis s'est constitué. Ce sont des éléments de diagnostic qui sont
très forts et sur lesquels, bien sûr, il faudra que nous reviendrions. J'ai, moi, une dernière question, même si, Mme Gérin, si vous souhaitez compléter, bien sûr, vous êtes libre de le faire, mais je pose ma question comme ça, vous avez l'occasion de le faire à ce moment-là. Vous nous avez indiqué qu'en fonction des réseaux, les contrôles ont été faits de façon très différente. Et nous avons pu confirmer avec vous que les contrôles dans les établissements relevant de l'enseignement catholique étaient inexistants. Et vous avez tous les deux indiqué que les années 80 sont probablement un moment charnière, 84 étant une date avancée par Monsieur Merle en particulier. Et Madame Gérin, vous nous avez indiqué que concernant les établissements juifs aussi, ils étaient absents. Vous avez expliqué pourquoi, même si vous notez un changement récent, et que concernant les établissements se rattachant au réseau musulman, là, ces contrôles étaient extrêmement fréquents. J'aimerais que vous développiez cet aspect pour nous décrire le type de contrôles qui sont à l'œuvre concernant ces établissements, leur fréquence, les conclusions auxquelles ces contrôles ont abouti, et peut-être creuser une explication. Vous avez dit qu'il y a des éléments de contexte, les attentats de 2015, un regard très particulier qui consiste à caractériser ces établissements comme pouvant, je vous cite, être ceux qui accueilleraient des poseurs de bombes. Voilà. Qu'est-ce qui explique ce regard si méticuleux des services de l'État, dans leur diversité, pas simplement des services de l'éducation nationale, concernant ces établissements qui, je veux le rappeler, sont extrêmement peu nombreux dans notre pays. C'est le plus petit des réseaux d'enseignement, le réseau des établissements musulmans. Oui, je peux peut-être commencer par ça. Juste rappeler qu'il y a 70 groupes scolaires privés musulmans en France, donc c'est très très peu, qui regroupent en gros 120 établissements. Et encore moins d'établissements sous contrat, puisque donc, à l'heure actuelle, on n'a que 10 établissements qui bénéficient d'un contrat, et ce chiffre chutera à 8 à la rentrée prochaine, étant donné que le groupe scolaire Al-Kindi a perdu 3 contrats, et donc Averroès retrouvera son contrat. Donc déjà, effectivement, c'est un secteur qui est extrêmement minoritaire. Et ce qui explique le regard méticuleux et les contrôles. Alors, en fait, c'est assez paradoxal. La situation de l'enseignement privé musulman, elle est tout à fait... elle illustre bien les contradictions de la laïcité, de ce qu'on appelle la nouvelle laïcité, puisque, en fait, les établissements scolaires privés musulmans, ils ont d'abord été imaginés comme une solution, ici même, par les parlementaires, au problème des filles voilées à l'école publique. Il y avait l'idée qu'on va faire passer une loi d'interdiction des signes ostensibles, religieux ostensibles dans les écoles publiques, mais que cette loi ne s'appliquerait pas dans l'enseignement privé. Comme ça, on était sûr que la liberté de conscience des élèves musulmanes était respectée, sans quoi ça ne pouvait pas passer. Et donc, il y avait cette idée... Si elles veulent garder leur foulard, elles pourront toujours aller dans des établissements privés musulmans, si tant est qu'il en existe, puisqu'à l'époque, il n'y en a que 3 qui existent en France. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la base, c'est une solution qui est devenue petit à petit un nouveau problème à résoudre pour l'État. Et donc, comment ça s'est fait? Quelles ont été les étapes? Comment on est passé de solution à problème? Et ben, c'est par, enfin, je l'ai déjà dit, la question des attentats, qui est un tournant majeur, et puis la rhétorique du communautarisme, en fait, qui s'est imposée, en fait, avec l'idée que ces établissements-là, ils incarnent, en fait, d'abord le communautarisme, puis de manière plus récente, avec les attentats, la radicalisation, et depuis 2021, la question du séparatisme, en fait. Mais à la base, c'est cette question du communautarisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque, on a voulu récompenser les bons élèves comme Averroès et Al-Kindi. Il y avait une volonté politique que ces établissements passent sous contrat. Donc, ils ont eu leur contrat de manière un peu exceptionnelle. Et de manière tout aussi exceptionnelle, aujourd'hui, on les contrôle massivement et on cherche. Ça a été dit très clairement, là, d'ailleurs, dans la presse, après l'annonce
que Averroès allait retrouver son contrat. Il y a des nouveaux contrôles qui ont été annoncés tout de suite, hein. Il y a un contrôle fiscal qui a été annoncé pour Averroès. Il y aura certainement d'autres contrôles avec l'idée qu'on va chercher pour pouvoir aller à l'appel avec des éléments solides. Donc je pense que le regard méticuleux, en fait, il suit complètement les évolutions politiques. Et c'est la même famille politique qui a donné les contrats à l'époque, en disant on récompense les bons élèves qui participent, qui viennent à la table de la République faire l'islam de France. Aujourd'hui, on les punit parce qu'ils incarnent le séparatisme, le communautarisme, la radicalisation, les attentats, etc. Et c'est très très clair, hein, dans les débats parlementaires, à chaque fois, quand on parle du contrôle des établissements hors contrat, on comprend bien qu'on cible les établissements musulmans et les ministres n'hésitent pas à faire référence aux attentats de manière très claire pour justifier les changements de règles, etc., la nécessité de contrôler ces établissements. Donc voilà, moi je pense que c'est un changement avant tout politique. Merci. Peut-être une dernière question. Alors, une remarque sur votre dernière démonstration extrêmement profonde, c'est que ça pose la question, y compris à notre commission qui s'intéresse aux violences faites aux enfants, de l'indépendance des contrôles et des inspections. Puisque pour que les citoyens, les parents d'élèves aient confiance dans la qualité des contrôles, il faut que l'indépendance en soit garantie. C'est une question assez profonde dans l'ensemble des propositions que nous ferons. La formation des inspecteurs, la façon dont les inspecteurs sont missionnés, les critères de mission, la façon dont les rapports de mission remontent au rectorat, au ministère. Et tout ce sujet du contrôle de l'État et de son lien avec le politique est très questionné par votre intervention. Peut-être la dernière question pour terminer notre audition, puisqu'on est à la fin. Alors, je crois qu'il y avait une question de notre collègue Madame Adizadeh. Quels seraient, selon vous, d'eux qui êtes connectés, les leviers les plus efficaces pour prévenir et mieux faire face à ces violences, mieux protéger les élèves, même si on a compris qu'elles étaient peut-être moins systématiques. On a compris aussi dans cette audition que les contre-pouvoirs étaient toujours aussi insuffisants et donc le risque est là. Donc, quelles mesures pour mieux prévenir des violences commises par des adultes dans des établissements scolaires ? Alors, moi, je dirais qu'il faudrait contrôler tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que moi, je dis absolument pas qu'il faut pas contrôler les établissements privés musulmans. Et d'ailleurs, ces contrôles font ressortir non pas des questions de radicalisation, de violence sexuelle, etc., mais plutôt des grandes lacunes pédagogiques, un amateurisme, etc., mais qu'on retrouve, il me semble, dans d'autres secteurs d'enseignement privé hors contrat, notamment. Et puis, dans les établissements sous contrat, de la même manière, on l'a vu avec le cas Stanislas. Quand on va chercher, finalement, on trouve plein de choses. Donc, je crois que c'est ça la première chose, c'est d'aller contrôler. Parce que les moyens de l'État, là, se sont beaucoup concentrés sur les écoles musulmanes. Et moi, ça m'interroge sur le fait que, qu'est-ce qu'on fait des autres enfants, en fait, qui sont aussi dans des structures scolaires où il y a ces lacunes pédagogiques, où il peut y avoir ces violences sexuelles, etc. Moi, c'est plus dans ce sens-là que j'irai. Et peut-être aussi la question de la prévention. J'en discutais avec une amie psychologue qui est spécialiste traumatologie, etc., ce matin même, qui me disait qu'en fait, la première chose à faire, c'est que les enfants ils puissent identifier des adultes de confiance. Ça c'est extrêmement important dans la prévention. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait mettre le paquet. Mais évidemment, je pense qu'il faut contrôler les établissements. Ça, c'est vraiment très important. Monsieur Merle, vous voulez compléter ? Oui, à propos des contrôles, effectivement, il faut les renforcer. Je voudrais un peu développer la question des contrôles des établissements hors contrat. Suite à la loi Gatel, il y a eu un vade-mecum qui doit être suivi par chaque inspecteur, qui est, je trouve, tout à fait intéressant, qui précise exactement ce qu'il est nécessaire de contrôler au niveau de la sécurité, de l'hygiène, etc., et aussi des manquements, puisque ces établissements hors contrat doivent respecter l'ensemble des enseignements qui sont compris dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce vade-mecum précise que les inspecteurs doivent signaler l'ensemble des manquements,
Et donc, ils doivent parler avec la direction du personnel, la direction, le personnel enseignant et non enseignant, et les élèves. Personnellement, j'ai pu travailler sur 170 rapports d'inspection des établissements privés hors contrat. Et ce qui frappe, c'est qu'il y a des manquements importants, notamment dans le respect du socle commun de connaissances et de compétences. Donc, il y a des recommandations. Ces contrôles ne sont pas suffisamment nombreux et finalement, ces recommandations ne sont pas forcément suivies des faits. Il faudra un autre contrôle. Le problème se pose également pour les établissements privés sous contrat. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire un contrôle. S'il y a un contrôle et des recommandations, il faut le suivi. Je pense que ce suivi n'existe pas forcément toujours. Plus gênant, dans ce vade-mecum, il est indiqué que les inspecteurs peuvent parler avec les enfants, échanger avec les enfants, mais dans certains établissements, la direction n'a pas à souhaiter que cet échange se fasse en présence d'un adulte de l'établissement. Évidemment, s'il y a des maltraitances, la présence de cet adulte limite, voire empêche la possibilité pour les enfants d'indiquer l'existence de châtiments corporels, etc. Donc, il faut que pour les établissements privés sous contrat et hors contrat, mais également publics, que les inspecteurs aient le droit, et le droit indiscutable, et il faut un texte juridique, de pouvoir discuter avec les enfants sans la présence d'un membre de l'établissement. Ceci devrait être évident, en fait. Bon, c'est le premier point sur la question des contrôles. La deuxième, donc il faut, à mon avis, renforcer les contre-pouvoirs à l'interne et à l'externe. Il faut aussi, me semble-t-il, avoir des données statistiques plus complètes, plus stables et parfois de meilleure qualité. J'ai été très surpris, le ministère, l'ADEP, fait un travail remarquable du point de vue statistique, mais j'ai été très surpris de découvrir hier, dans les statistiques qui ont été publiées, des incidents graves signalés pour 1000 élèves qui distinguent, je pense que c'est une première, la différence entre ces incidents graves sur le public et sur le privé. Qu'est-ce que l'on constate au niveau des collèges et lycées? Que pour ce qui est du public, en 2024, il y a 20 incidents graves sur 1000 élèves. Pour le privé sous contrat, les incidents graves pour 1000 élèves, c'est 5. Quand on regarde une statistique pareille, on se dit, le public est très violent, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'incidents graves, et il n'y en a pas dans le privé. Cette statistique, elle est en fait très contestable. Pourquoi? Parce qu'il y a des atteintes à la laïcité qui sont indiquées pour les incidents graves dans le public et qui n'existent pas, ou beaucoup moins, dans le privé. C'est le premier problème. Et le deuxième problème est beaucoup plus caché, c'est qu'en fait, il y a un effet de structure très important. Les incidents graves sont beaucoup plus fréquents dans les établissements au recrutement populaire. Or, en fait, la sociologie de l'enseignement privé est telle qu'il y a très peu d'établissements populaires. Pour vous donner juste un chiffre, sur les 10% des collèges les plus défavorisés, publics et privés compris, il y a moins de 1% de collèges privés. Évidemment, quand on a une structure sociologique aussi particulière, les incidents graves sont beaucoup plus faibles. Donc, je suis très surpris de la publication d'un tel tableau qui va être utilisé à des fins de publicité, alors même qu'il est discutable. Donc, il faut des données statistiques fiables sur cette question des incidents graves, et je suis surpris que le ministère ait publié ceci. Après, sur les leviers, on a déjà parlé des contrôles. Je pense qu'il faut parler de la formation initiale et continue des professeurs. Bon, c'est une question qui est complètement absente, en fait, des débats. Moi, j'ai enseigné dans un institut de formation. À une époque, j'ai pu, comme d'autres, faire des enseignements sur les sanctions, sur les violences scolaires, sur les droits des élèves.
Et puis tout ceci pour des raisons qui sont difficiles à expliquer, parfois l'absence de ressources en termes de sociologues et de psychologues, tout ceci varie dans le temps, disparaît, alors que lorsque le ministre Blanquer était aux commandes, eh bien, il avait institué, je crois que c'est 6 heures d'enseignement obligatoire sur la laïcité. Bon, j'aurais préféré que ce soit sur d'autres sujets qui me paraissent peut-être plus essentiels, comme notamment les violences physiques et sexuelles. Donc, il y a possibilité de centrer une formation sur des questions qui sont des questions centrales, notamment les violences dans les établissements scolaires, notamment les violences dont on n'a pas parlé et qui sont pourtant très importantes, qui sont les violences dans les processus d'éducation, dans les processus d'évaluation. Quand un professeur rend les copies publiquement et dit tout haut pour la dernière copie et la copie la plus nulle, c'est pour le gros lard, évidemment, c'est une humiliation terrifiante pour l'élève. Cette violence verbale, c'est la plus nombreuse dans les données statistiques. Donc, je pense qu'il faudrait en parler parce que cette violence verbale, elle contribue souvent à détruire les élèves, à réduire à zéro leur estime de soi. Et elle est à la fois une violence qui porte sur l'élève, c'est-à-dire la copie est nulle, et sur la personne, l'injure. Et la formule, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le montre tout à fait. Ces violences doivent être traitées, et je pense qu'elles doivent être traitées en formation initiale et en formation continue. Ce sont des questions qui n'apparaissent pas ou peu. Il y a un autre problème, c'est que la loi Germer de 1977 a finalement abouti à ce que les établissements privés disposent d'une formation de leurs professeurs. Nous n'avons aucune connaissance de ce qui est fait dans ces formations, qui concernent quand même à peu près 20% des professeurs. Je pense qu'à partir du moment où l'État finance cette formation, il serait logique qu'il y ait des possibilités d'indiquer ce qu'il faudrait faire. Je pense aussi qu'on devrait développer… Oui, Oui, j'allais dire, il y a une dernière question, si vous voulez. On pourrait peut-être oui, la prendre. je vous en prie. Donc, Madame Adizazé, je vous écoute pour votre dernière question avec grand plaisir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question va rejoindre la dernière intervention de Madame la rapporteure Violette Spilbou. Moi, c'est sur l'inspection générale et mon étonnement renseigné, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé au ministère de l'Éducation nationale pendant 7 ans à la Direction générale de l'enseignement scolaire, sur l'organisation de cette inspection. C'est une inspection qui dépend du ministre. Mais j'insiste, du ministre et pas du ministère. Les inspecteurs sont nommés par la volonté du ministre et donc doivent leur carrière et leur poursuite de carrière à ce ministre. Les rapports qu'ils rendent sont d'abord rendus au ministre et sont publiés si le ministre le souhaite. Ça vous confirmez, il me semble que c'est toujours le cas. Et on l'a vu dans le cas de Betaram, des dysfonctionnements flagrants sur à la fois la saisine du bon niveau d'inspection, le processus enclenché et comment on appelle ça, le sérieux, je ne sais pas comment qualifier ça autrement, mis dans ce rapport d'inspection académique pour celui de Betaram, fait en 4 heures, mentionnant une enseignante à de multiples reprises sans l'avoir interrogée, pas une seule fois, pas une seule minute. Et plus récemment, la saisine de l'inspection générale, plusieurs mois, je crois même une année, après la révélation des scandales de Betaram dans la presse en 2023 et la saisine de l'inspection générale en 2024. Moi, j'aimerais vous interroger en tant que spécialiste, expert universitaire de l'éducation. Est-ce que vous pensez qu'une réforme de l'inspection générale et de l'inspection académique est possible, est souhaitable et peut-être, moi j'ai envie de dire, peut-être la seule clé, le seul domino à faire tomber pour faire changer le système? Parce qu'on peut parler d'inspection, de processus, mais tant que l'inspection restera à la main du ministre, je ne vois pas comment on pourrait, en tentant même tous les process possibles, faire évoluer le niveau de contrôle et de sanctions qui peuvent s'appliquer derrière. Voilà. Alors,
Monsieur, madame? Ouais, Madame très Gérard. rapidement, je pense qu'effectivement, la clé du problème, c'est de mettre plus de moyens hein, dans ces inspections parce que moi, on me l'a souvent dit, il n'y a pas assez d'inspecteurs et d'inspectrices qui sont formés pour aller contrôler. D'ailleurs, c'était le cas sur le hors contrat au moment de la loi Gatel qui ont rendu ces contrôles obligatoires. Là, j'ai l'impression que le simple fait d'être ici ensemble d'en discuter, ça fait bouger les choses quand même. Et donc, que ça va renforcer quand même les moyens de ces inspections. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut changer. Il faut mettre des moyens, en tout cas, dans ces structures. Monsieur Merle, pour finir. Alors, la question est très intéressante. Pour ce qui est, il me semble qu'il est possible de faire des analogies. Pour ce qui est de la sécurité nucléaire, par exemple, il y a une autorité indépendante qui fait ses inspections et qui rend public ses rapports. Et effectivement, pour l'inspection générale, on est sur un système qui est complètement différent et avec tous les dysfonctionnements qui ont été signalés et qui n'ont pas finalement de raison de s'arrêter puisqu'il y a une autorité politique au-dessus de l'autorité de l'inspection. Et les inspecteurs généraux doivent leur carrière au ministre. De surcroît, leur statut a changé. Je pense qu'ils sont encore moins indépendants, en quelque sorte. Mais évidemment, en tant que chercheur, j'ai toujours regretté que tous les rapports d'inspection générale ne soient pas systématiquement publiés. Ils sortent à la retraite des inspecteurs, où il y a des fuites, etc. Mais il y en a qu'on n'a jamais, ce qui est vraiment problématique. Cette inspection devrait être publique. Et d'ailleurs, il y a plein de données du ministère qui ne sont pas publiques, à commencer d'ailleurs par les rapports sur les établissements hors contrat. Il faut des tas de démarches pour les obtenir, ce qui est tout à fait anormal, puisque normalement, ils devraient être publics. Alors, je pense que, suite à la question qui a été posée, il me semblerait logique, compte tenu de l'importance, il s'agit quand même de 12 millions d'élèves, il me semblerait logique, si on veut vraiment avoir une politique de lutte contre les violences scolaires et contre un certain nombre de dérives qui ne concernent pas seulement les violences scolaires, mais dans la gestion des établissements, dans l'application des programmes, dans l'application du socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Dans tous ces domaines qui concernent l'inspection générale, il me semblerait logique qu'il y ait un corps d'inspection indépendant. Indépendant comme il existe des corps d'inspection, comme il existe d'autres autorités indépendantes du ministre. Alors, comment seraient-elles saisies? Elles pourraient elles-mêmes établir leur programme d'évaluation, d'inspection des établissements publics, privés et hors contrat. Donc, en fait, il faudrait une volonté politique très forte pour construire cette autonomie d'inspection, mais compte tenu de l'enjeu, qui est à la fois un enjeu, je dirais, de respect de l'intégration physique et psychique des enfants, et aussi de l'application des programmes. C'est tout de même des textes législatifs importants quand on pense à l'égalité filles-garçons et quand on pense à tous les programmes sur la formation des citoyens. On voit dans les établissements hors contrat des pans entiers du programme qui disparaissent, des représentations de l'histoire qui sont totalement fausses, la suppression de chapitres entiers en biologie. Donc tout ceci, ce sont des dérives énormes. Il y a la question des moyens, mais il y a aussi la question de l'indépendance. Il y a des établissements hors contrat et sous contrat qui sont peu, voire pas du tout contrôlés. Et donc, une des conclusions possibles de cette commission serait, à mon sens, et je suis tout à fait d'accord avec la question qui a été posée, tout à fait d'accord, la logique serait qu'il y ait un corps d'inspection indépendant pour éviter que les saisines n'aboutissent pas, que des inspections ne se fassent pas, que des rapports soient éventuellement déformés, édulcorés, ce qui est arrivé suffisamment dans le passé pour que dans le futur, ça arrive également. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci Madame Girin, merci Monsieur Merle pour la qualité de vos réponses. Je pense que ça va aussi apporter de l'eau au moulin de nos rapporteurs. Merci beaucoup à tous les deux pour la qualité de cette commission. Merci beaucoup. Au revoir. Merci également du travail mené par la commission.